Sous-partie 2. Réformer l'islam ou démystifier les sciences modernes. Chapitre 1. L'islam à l'épreuve de la modernité. S'il y a bien un dilemme qui structure toute la pensée musulmane contemporaine depuis l'époque coloniale, c'est bien celui que pose la modernité. L'islam doit-il s'adapter au temps moderne ? Depuis sa confrontation avec la civilisation occidentale moderne, notamment au lendemain de l'invasion napoléonienne de l'Égypte, le monde musulman s'est trouvé pris au piège de cette interrogation, qui conditionnera le débat intellectuel au sein des élites musulmanes jusqu'à présent. La pensée musulmane, autrement dit, s'est vue enfermée dans un champ de réflexion dont le ton et les termes étaient prédéfinis par la pensée scientifique et philosophique moderne, celle qui nourrissait le colonialisme occidental, ne laissant ainsi que très peu de place à l'élément religieux, qui justement structurait l'espace culturel du monde musulman. Fascinés, voire tétanisés par l'incroyable progrès technique et scientifique de l'Occident moderne, la plupart des élites musulmanes se sont vues imposer une trajectoire intellectuelle dont elles n'ont pas, nous semble-t-il, mesuré suffisamment la portée idéologique et surtout positiviste. Au fond, c'est surtout le progrès matériel de l'Occident moderne qui a renvoyé au monde musulman l'image du déclin. Autrement dit, le monde musulman s'est pensé en décadence par rapport à l'Occident moderne, davantage que par rapport à sa tradition initiale. L'échec du réformisme musulman, qui s'attelait à trouver des réponses à ce difficile dilemme, tient sans doute du fait qu'il avait pour principal repère le progrès technico-scientifique de la civilisation occidentale moderne, à partir de laquelle il n'a cessé de se situer, que ce soit pour accepter ou rejeter la modernité. La pensée réformiste n'a défini le problème du renouveau qu'en termes d'alternative entre tradition et modernité, et s'est ainsi trouvé confiné à une ligne de conduite défensive qui l'a détourné du travail de fond. Et même si une bonne partie de ces élites s'opposait à la colonisation physique et militaire, cela ne l'a pas empêché d'adopter dans une très large mesure les idées modernistes qui vont s'infiltrer progressivement dans tous les domaines, celui de l'éducation, du droit, des arts, etc., permettant ainsi de restructurer l'espace culturel musulman en faveur de la sécularisation, et donc de la neutralisation de la conscience religieuse, qui justement représentait la véritable menace pour le colon. La propagande des idées modernes au sein du monde musulman sera particulièrement assurée par des orientalistes, pour la plupart des administrateurs coloniaux, en appliquant leur grille de lecture prétendument scientifique à la tradition islamique. Le XIXe siècle verra en effet apparaître des enquêtes sur la biographie du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, menées par ces mêmes orientalistes, qui prétendaient détenir le monopole de la vérité scientifique, afin de remettre en cause les origines de l'islam, et ainsi diffuser un climat de confusion intellectuelle dans la pensée musulmane, en faveur de la vision positiviste de l'Occident moderne. L'une des principales conclusions fallacieuses auxquelles aboutissent ces intrépides enquêteurs, assoiffés de tangibilité, prétend qu'un nombre conséquent de traditions prophétiques, les hadiths, a été forgé par les Omeyyades à des fins politiques. Selon eux, l'augmentation exponentielle des hadiths au 8e et 9e siècle prouve que des hadiths ont été fabriqués en masse. Toutefois, cette apparition massive de hadiths peut s'expliquer autrement que par la contrefaçon. En effet, le prix du parchemin étant coûteux, les musulmans n'en usaient que pour retranscrire les informations les plus élémentaires du hadith jusqu'à l'arrivée du papier, bon marché, qui permit de rédiger un nombre plus important de hadiths. Petite note, consultez à ce propos l'étude intéressante de Jonathan A.C. Brown dans son livre Le Hadith, publié aux éditions Tasnim. Fin de la note. Précisons qu'il n'est nullement question ici de nier l'existence des hadiths forgés par des faussaires en vue de servir tel ou tel intérêt politique, religieux ou économique. Mais ces exceptions ne peuvent sérieusement conduire à des généralisations abusives. D'autant que c'est justement en vertu de cela que les traditionalistes de l'époque élaboreront une science de la critique du hadith d'une extrême rigueur, et qui n'a rien à envier à la critique scientifique moderne, pour séparer de façon pointilleuse le bon grain de l'ivraie, dans la tradition du prophète.
paix et bénédiction de Dieu sur lui. D'ailleurs, en quoi la critique traditionnelle du hadith, qui, précisons-le, est toujours à l'œuvre, serait-elle moins fiable que la critique scientifique moderne, si ce n'est que, contrairement à la seconde, la première est porteuse d'une vision sacrée du monde? Bien entendu, il n'est pas dans l'intérêt de notre propos de nous ériger en gardiens du temple de l'orthodoxie musulmane, ni d'encourager la sclérose intellectuelle au sein de la tradition islamique. Bien au contraire. Nous sommes très clairement en faveur d'une lecture renouvelée du Verbe divin, qui contient en puissance une infinité de sagesse. Nous savons aussi la nécessité de se prémunir intellectuellement contre le danger que représentent les idées mortes du traditionnalisme entendu comme conformisme aux coutumes du passé, et qu'il ne faut pas confondre avec la tradition en tant que réalité métahistorique ouvrant la conscience au champ du sacré. Mais bien plus dangereuses sont les idées mortelles de la modernité qui gangrènent le discours de la plupart des élites et prédicateurs musulmans. Notre approche critique de l'héritage islamique s'inscrit dans une perspective traditionnelle et s'articule sur la base de certitudes métaphysiques, contrairement à la conception moderne qui a essentiellement pour point de départ le doute philosophique. Ce qu'il faut donc bien avoir en tête, c'est que les deux approches reposent sur des prémices fondamentalement opposées. L'une tient sur des fondements métaphysiques, tandis que l'autre a des soubassements positivistes. La science moderne se base sur l'expérience sensible, tandis que la science traditionnelle se fonde sur la transmission d'une vérité spirituelle. L'approche scientifique moderne, qui repose sur le paradigme de la raison expérimentale et de l'historicisme hérité des Lumières, consiste à redéfinir les critères de vérité dans une perspective purement horizontale. On passe ainsi d'un monde essentiellement statique à un monde foncièrement dynamique. Rien n'est, tout est en devenir. Plus clairement, il s'agit de tout interpréter par le bas au point de faire émerger le miracle de la conscience humaine d'un tas de terre ou de cailloux, ou d'expliquer les idées religieuses et métaphysiques par des facteurs psychologiques. Soumettre à cette méthode de critique historique la tradition islamique était pour l'Occident moderne une manière bien plus efficace que les canons et les chars d'imposer sa vision agnostique du monde. Une vision qui désancre le monde du socle métaphysique, qui assurait sa stabilité pour en avoir un meilleur contrôle, et ainsi orienter sa marche vers un progrès frénétique dont il avait seul les commandes. Comme l'a très justement souligné Édouard Saïd, étudier un objet est une façon de le dominer. La critique scientifique moderne invoque l'histoire comme substitut profane de la providence, pour relativiser, avec une autorité prétentieuse, toute vérité qui s'affirme comme telle, et surtout ébranler les certitudes religieuses. L'Occident moderne, souffrant d'un cruel manque d'intuition des essences immuables, et étant de ce fait incapable de percevoir la transparence métaphysique des choses, ne s'attache qu'à l'exactitude des faits. D'où ce phénomène notoire depuis le XIXe siècle qui consiste à réduire une religion à son histoire, voire à un fait sociologique. L'étroitesse d'esprit dont fait preuve l'historicisme moderne et son culte du devenir relève au fond d'une infirmité spirituelle, celle qui rend l'homme incapable de vivre l'éternité dans le présent, de pénétrer dans le royaume divin qui préexiste au-dedans de lui. Plus encore, elle le rend incapable d'humilité. Injecter le produit du relativisme dans la conscience musulmane était une façon de semer le doute et de déstabiliser la communauté croyante par rapport à son propre univers de référence. Une bonne partie des élites musulmanes de tendance moderniste s'approprieront presque aveuglément cette nouvelle méthode dite scientifique, sans en interroger suffisamment le fondement épistémologique pour l'appliquer à leur propre tradition islamique, ce qui les conduira presque inéluctablement à suspecter une grande partie de leur héritage intellectuel et spirituel. D'aucuns iront jusqu'à douter de l'authenticité de la tradition du prophète, et plus encore du Coran, tandis que d'autres finiront par perdre complètement la foi. C'est dire combien l'arme scientifique employée par les colons a opéré efficacement.